Bonjour à tous, donc nous revoilà encore réunis à travers cette séance pour terminer ce qui reste sur ce deuxième chapitre, nutrition minérale des plantes supérieures, bien sûr dispensé toujours aux étudiants de la filière SVI, semestre 4, module physiologie végétale. Donc, qu'est-ce qui reste à voir? En fait, c'est le troisième et dernier sous-paragraphe intitulé Cas particulier de l'absorption et du métabolisme de l'azote. On va s'intéresser donc au cours de ce paragraphe à ce cas particulier de l'azote, son métabolisme et son absorption. Pourquoi? Parce que l'azote, bien sûr, comme on l'avait déjà dit auparavant, est un élément majoritaire et important. C'est un macro-élément, mais malheureusement, il fait souvent déficience dans les sols aussi bien naturels que cultivés, et donc les agriculteurs sont amenés à l'ajouter sous forme d'engrais minéral qui coûte cher pour pendant sa fabrication et qui peut engendrer en fait des pollutions très dangereuses pour l'environnement. Donc on va se poser la première question, d'où provient l'azote du sol? Donc pour rappel, on avait vu ce camembert, rappelez-vous, tout au début de ce chapitre. Pour rappel aussi, l'ensemble des macro-éléments et des micro-éléments constituent à peu près 4% de la matière sèche d'une plante. Et donc vous voyez la proportion de l'azote, c'est entre 1 et 3%, ce qui est énorme. Donc important en termes de poids, mais aussi parce qu'il n'a pas une origine de l'altération par l'altération des particules du sol, donc l'érosion de la roche-mère comme pour la plupart des autres macro et microéléments, mais qui proviendrait plutôt de deux sources, soit par la fixation biologique de l'azote, c'est-à-dire l'azote atmosphérique. Vous savez que l'air que nous respirons est constitué de presque 78% d'azote, mais que les plantes sont incapables de le fixer, contrairement au CO2, euh, qui est donc très minoritaire dans l'air, et pourtant les plantes peuvent le fixer grâce donc à leur stomate pour la réaction photosynthétique. On va voir pourquoi. Donc, et puis par la décomposition de la matière organique, c'est ce qu'on appelle la minéralisation. Rappelez-vous de ce qu'on avait dit auparavant. Donc pourquoi l'azote est important pour une plante? Je crois que vous avez quelques réponses en tête. Déjà, représente, comme on vient de dire selon le camembert, de 1 à 3%. Et l'azote, il entre dans la constitution de pas mal de macroéléments importants et essentiels pour la plante, à savoir donc les acides aminés, les protéines, bien sûr, mais aussi les acides nucléiques, la chlorophylle. Rappelez-vous quand on a parlé justement de la chlorose, qui est donc conséquente d'une déficience en azote, parce que justement la synthèse de la chlorophylle est concomitante à une bonne alimentation en azote. Et puis pour les phytohormones aussi, comme l'auxine, les gibberellines, l'acide abscisique, l'éthylène, etc., qui sont constitués d'azote, les coenzymes, les vitamines et toute une foule de métabolites secondaires et primaires aussi. Donc les sources d'azote, c'est bien sûr l'azote atmosphérique qui est majoritaire, comme on l'a dit tout à l'heure, l'ammoniac, l'ammonium, les oxydes nitreux et nitriques sont des particules de l'atmosphère qui proviendraient de certaines pollutions comme la combustion, les gaz d'échappement à certaines centrales électriques, etc. Et ces particules peuvent être déposées dans le sol par les pluies, et quand elles sont absorbées sur certaines particules, donc ils sont déposés dans le sol sous forme de matière sèche, etc.
Mais ce que vous voyez en vert, ce sont les seules formes d'azote qui peuvent être absorbées au niveau des racines, soit sous forme d'ammonium, parce qu'en fait, l'ammoniac, il est très volatile et c'est toujours en équilibre avec donc l'ion ammonium, donc l'ammoniac qui va donc se lier à un proton pour donner l'ammonium qui est une forme plus stable que l'ammoniac. Et en plus, comme on va voir à l'instant, c'est que les plantes vont assimiler ces deux formes et c'est pour ça que je l'ai mis en caractère plus grand, c'est surtout les nitrates qui sont le plus absorbés par les racines chez la plupart des espèces végétales. Parce que les nitrates sont en fait repoussés par sont très mobiles. Donc, s'ils ne sont pas absorbés au niveau des racines, comme je disais les dernières fois, ils peuvent être lessivés et arriver à la nappe phréatique où ils peuvent engendrer des pollutions vraiment dangereuses. Mais parce que justement les particules du sol ils sont chargées négativement, donc ils sont repoussés, comme je disais. Par contre, l'ammonium, il peut être fixé sur les particules du sol, donc les colloïdes qui sont chargés négativement et donc être disponibles à l'absorption racinaire. Donc vous voyez ici donc une autre question en fait qu'on va se poser, pourquoi il y a souvent une déficience en azote pour l'alimentation des plantes? Donc je crois que vous avez quelques réponses en tête. Donc comme on vient de dire, l'air est toujours constitué par une forte proportion en azote, mais les plantes sont incapables de le fixer parce que la molécule d'azote est constituée donc par deux atomes d'azote qui sont liés par trois liaisons covalentes très stables, très fortes, et donc il faut fournir une énergie très très importante pour les rompre. Et on va voir pourquoi par la suite. Donc la plupart des plantes vont puiser l'essentiel de leur azote dans le sol sous ces deux formes, les nitrates et l'ammonium. Et c'est surtout, j'insiste là-dessus, c'est les nitrates qui sont préférés et majoritaires par rapport à l'ion ammonium. Donc l'approvisionnement en azote du sol est limité et les plantes entrent souvent en compétition avec toute une série de micro-organismes pour l'azote disponible, notamment les nitrates qui vont donc peuvent être perdus et retourner dans l'atmosphère sous forme de diazote. C'est ce qu'on va voir quand on va parler du cycle de l'azote à l'instant. Donc en conséquence, et à cause de tout ça, l'azote est souvent un facteur limitant dans les écosystèmes aussi bien naturels que cultivés. Alors, sur ces deux photos, à gauche, c'est une plante Arabidopsis thaliana. C'est une plante qui est intensément étudiée dans les laboratoires parce que en l'an 2000, on a séquencé tout son génome. Donc, on connaît gène par gène tout le génome de cette plante. C'est l'équivalent de la drosophile dans le domaine animal. Et donc, cette plante qui est donc une crucifère donne la partie aérienne sous forme de rosette que vous voyez ici. Donc vous voyez à une faible concentration en nitrate de l'ordre de 3 millimolaires, vous voyez le diamètre de la rosette qui est faible. Quand on va passer à une concentration standard en nitrate de 10 millimolaires, le diamètre va augmenter de façon considérable. Donc le nitrate est vraiment un facteur limitant pour la croissance des plantes. Ici, on va passer à une plante qui a un intérêt économique et agronomique important, qui est le maïs. C'est la troisième céréale la plus consommée dans le monde après le riz et le blé. Et donc, vous voyez la taille de l'épi qui est vraiment restreint, très petit, avec un nombre de grains très faible. À une concentration de 3 millimolaires de nitrate. Quand on va passer à une concentration de l'ordre de 12 millimolaires de nitrate, vous voyez la taille du fruit, donc de l'épi, avec un nombre beaucoup plus important en grains, parce que ce qui nous intéresse en céréales, c'est justement le rendement en grains qui est vraiment important
du point de vue économique et alimentaire, bien sûr. Ici, on va voir la qualité du blé, qui est donc la céréale la plus consommée chez nous au Maroc. Donc, vous voyez ici avec des concentrations faibles, modérées ou excessives en azote, on va voir le rendement et le pourcentage en protéines. Donc, le rendement augmente de façon exponentielle avec l'augmentation de la concentration jusqu'à un plateau, donc ça devient stationnaire, puis ça va décliner légèrement quand on est dans des concentrations excessives. Au contraire, pour la concentration en protéines, donc à des concentrations faibles, c'est vraiment faible, ça commence à augmenter dans les concentrations modérées et ça continue quand on est dans l'excès. Rappelez-vous ce que j'avais expliqué quand on a parlé de cette courbe limite. Cette courbe d'action. Quand on a donc défini qu'est-ce que c'est que la concentration critique. Ces termes, il faut bien les avoir en tête, c'est très très important. Donc, quand on est ici, on est dans la consommation de luxe, c'est-à-dire on a atteint le maximum de rendement, mais on continue à donner de l'azote. Donc, c'est l'erreur que parfois font certains agriculteurs. Pour eux, lorsqu'ils vont ajouter des grandes quantités d'engrais, ça va augmenter le rendement, mais non. Parfois, on tombe dans la toxicité, comme vous le voyez ici. Et rappelez-vous de l'exercice 5 qu'on a fait pendant la séance de TD. Il faut revenir à ça aussi. Donc, mais le pourcentage en protéines augmente. C'est ça ce qui est important dans les céréales. C'est en fait dans les populations pauvres qui ne peuvent pas donc, acheter toujours de la viande qui coûte cher, en consommant justement des légumineuses et des céréales, ils ont une source de protéines, surtout pour les enfants en croissance. Donc ici, même si le nombre de grains diminue, le pourcentage en protéines continue à augmenter. Donc, ce sont un nombre de grains limité, mais très riche en protéines. C'est ça ce qu'il faut retenir de cette courbe. Donc, c'est quoi le concept du cycle de l'azote? C'est très important à avoir justement ce cycle de l'azote, comme vous le voyez ici. Donc, 3 pôles très importants. L'azote contenu dans l'atmosphère, on en a parlé tout à l'heure, et puis le pool au niveau du sol, c'est-à-dire cette réserve en azote dans le sol, et puis la biomasse, aussi bien végétale que animale. Vous le savez, donc les végétaux, on en a parlé à l'instant, c'est-à-dire ils vont fixer ou absorber les nitrates. Une fois qu'ils vont absorber ce nitrate, ils vont le convertir en azote organique sous forme de protéines, d'acides aminés, de macromolécules, etc. Et comme ce sont les producteurs primaires dans la chaîne alimentaire, ils vont être consommés par les animaux. Ces animaux, ils vont avoir des déchets ou alors lorsqu'ils vont mourir, leur cadavre va être décomposé dans le sol avec les déchets des végétaux, etc. Tout ça, ça va engendrer une biomasse, c'est de la matière organique qui va retourner dans le sol et par le biais de l'activité des micro-organismes du sol, ça va donc permettre la minéralisation. Rappelez-vous de ce terme, on a parlé auparavant. Donc cette minéralisation de l'azote organique va engendrer la synthèse de l'ammoniac. Cet ammoniac, une partie de l'ammoniac va être volatilisée parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il est volatile, et une grande partie va être oxydée par 2 types de bactéries dans le sol. Le premier genre, c'est le Nitrosoma et le Nitrococcus qui va oxyder donc l'ammoniac en nitrite. Deuxième étape, c'est un autre genre de bactérie, Nitrobacter, qui va donc oxyder cette fois le nitrite en nitrate. Nitrosoma, Nitrococcus, Nitrobacter sont des bactéries nitrifiantes et leur activité s'appelle la nitrification. Donc jusqu'à présent, 2 termes très importants, 2 concepts très importants, l'ammonification et la nitrification. Ces 2 processus à retenir avec le troisième qui est la dénitrification, parce que justement un autre genre de bactéries dans le sol
par exemple le Thiobacillus dénitrificans, va faire de la dénitrification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va entrer en compétition avec les végétaux pour les nitrates et convertir donc ce nitrate en diazote qui va retourner dans l'atmosphère. Donc vous voyez ici cette fixation biologique de l'azote est très importante, qui représente à peu près de 60 jusqu'à 70%, donc très efficace. Les 30% qui restent, c'est partagé entre la fixation industrielle, donc qui demande énormément d'énergie, c'est-à-dire des températures allant jusqu'à 300 à 400 degrés Celsius, et des pressions très élevées aussi de l'ordre de 100 mégapascales. Et puis, il faut ajouter du gaz naturel qui est l'hydrogène pour la fabrication des nitrates. Donc, cette fixation industrielle vraiment destinée pour la fabrication des engrais azotés qui donc consomme énormément d'énergie, tributaire de l'énergie fossile et des combustibles fossiles qui sont en épuisement dans l'environnement. Donc, c'est pour ça qu'il faut valoriser cette fixation biologique qui ne coûte rien et qui est beaucoup plus efficace que celle-là. Donc, pour récapituler avec ce cycle de l'azote, au cours donc de la décomposition, comme on vient de dire, il y a donc ce processus d'ammonification. Ça veut dire que l'azote organique est converti en ammoniac. Et puis la deuxième, c'est la nitrification, c'est-à-dire les bactéries nitrifiantes comme Nitrosoma, Nitrococcus et Nitrobacter vont transformer l'ammoniac en nitrate, donc avec les deux étapes qu'on a évoquées à l'instant. Et donc, ce sont des bactéries nitrifiantes et leur activité, c'est la nitrification. En plus, ces bactéries sont chimio-autotrophes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie libérée lors de l'oxydation des substances inorganiques comme le nitrite et l'ammonium sera utilisée pour convertir le CO2 en carbone organique. Continuons avec la dénitrification, donc le travail de Thiobacillus dénitrificans qui va faire de la dénitrification, c'est-à-dire la conversion des nitrates en azote atmosphérique. Donc, 3 processus très importants à retenir dans ce cycle de l'azote. Le premier, c'est l'ammonification. Ça veut dire quoi? Alors, c'est la décomposition de la matière organique en ammoniac. Retenez bien ces termes. La nitrification, qui est en fait l'oxydation de l'ammoniac en nitrite et nitrate. Et la dernière, la dénitrification, qui est quoi? Bien sûr, c'est la réduction du nitrate en diazote. Très bien. Donc ici, c'est juste pour récapituler et appuyer encore une fois ce cycle de l'azote très très important dans l'alimentation azotée des plantes, avec une vision beaucoup plus simple, c'est-à-dire ici la fixation biologique de l'azote par ces bactéries fixatrices de l'azote qui vont donc convertir l'azote atmosphérique en ammonium. Donc, sur l'autre cycle, on a mis l'ammoniac, mais comme je disais, l'ammonium et l'ammoniac sont toujours en équilibre parce que l'ammonium est plus stable, il n'est pas volatilisé et donc reste dans le sol. Et puis, ce processus d'ammonification, c'est-à-dire la conversion de l'azote organique en ammonium aussi. Et puis, ces bactéries nitrifiantes, donc on n'a pas l'étape intermédiaire qui est les nitrites, mais bon, là, c'est la conversion de l'ammonium, en gros, en nitrate. Ce nitrate sera absorbé par les racines. Donc, une fois à l'intérieur des racines, il va être converti en ammonium, puis après, donc, entrer dans la synthèse des acides aminés et véhiculé vers la partie aérienne, soit une partie va donc être utilisée par les bactéries dénitrifiantes qui entrent en compétition avec les racines pour convertir
le nitrate en azote atmosphérique. Donc, la question qui se pose par la suite, en quoi consiste la fixation biologique de l'azote? C'est-à-dire, c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire ces bactéries fixatrices de l'azote qui font justement cette fixation très efficace et qui ne coûte rien pour enrichir le sol en nitrate. C'est justement grâce à la présence de cette enzyme clé nommée dinitrogénase. Les végétaux ne peuvent pas le faire parce que tout simplement ils ne possèdent pas ce complexe enzymatique dinitrogénase. Alors que ces bactéries ont justement la capacité de rompre la triple liaison très solide et très stable au sein de la molécule de diazote. Donc, qu'est-ce que c'est que la dinitrogénase? Elle est composée en deux protéines de taille différente. La première et la plus petite s'appelle la protéine à fer ou dinitrogénase réductase. Et la deuxième, plus grande, s'appelle la protéine molybdène fer. Et donc, seuls les prokaryotes, donc ces bactéries fixatrices de l'azote, sont capables de fixer le diazote parce qu'elles sont les seules à posséder donc, le gène qui code pour la dinitrogénase. Donc, sur ce schéma très simple, vous voyez l'azote atmosphérique qui peut être converti en ammonium et en ammoniac, donc mais à condition de fournir énormément d'énergie. C'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, l'enzyme nitrogénase ou dinitrogénase, vous pouvez trouver les deux appellations, c'est exactement la même chose. Donc, vous voyez ce complexe protéique composé donc de deux métalloprotéines. La première, comme on vient de dire, la protéine fer, et la deuxième, donc qui a une taille beaucoup plus petite que la deuxième, qui a une taille à peu près de l'ordre de 220 kilodaltons, la protéine molybdène fer. Et donc, ce complexe enzymatique va donc fonctionner par des réactions d'oxydoréduction. Le donneur principal d'électrons, c'est la ferredoxine qui est une origine photosynthétique qui va donc réduire la protéine fer qui à son tour va réduire la protéine molybdène fer qui à son tour va réduire la molécule de diazote en deux molécules d'ammoniac et une molécule d'hydrogène. Donc ici, c'est à l'intérieur d'un bactéroïde. Qu'est-ce que c'est qu'un bactéroïde? En fait, c'est une bactérie qui est différenciée à l'intérieur des nodosités. On va voir par la suite, justement, juste après, qu'est-ce que ça veut dire. Parce que les légumineuses, en fait, peuvent contracter ces symbioses avec certaines bactéries du sol fixatrices de l'azote et donc qui vont se convertir en vraies machines de fixation d'azote au sein des racines des légumineuses. C'est ce qu'on va détailler, comme je viens de le dire, sur ce qui va suivre. Donc pour le moment, on voit comment fonctionne cette dinitrogénase. Donc c'est une série de réactions d'oxydoréduction depuis donc le pouvoir réducteur ferredoxyle jusqu'à donc la réduction de diazote en deux molécules d'ammoniac et une molécule d'hydrogène. Donc, le bilan global de cette réaction de réduction de diazote en ammoniac donne cette réaction. Donc, 8 protons plus 8 électrons plus une seule molécule de diazote plus, vous voyez, 16 atomes, 16 molécules d'ATP, pardon, c'est vraiment énorme. Comparé par exemple aux réactions photosynthétiques, c'est beaucoup moins, donne deux molécules d'ammoniac et une molécule d'hydrogène. Donc le bilan est vraiment très lourd puisque c'est la monnaie que la plante hôte doit donner au rhizobium pour qu'il puisse lui fournir
l'azote nécessaire pour sa croissance et son développement. Donc, ça lui revient très cher. Donc, le principal produit de la fixation biologique de l'azote est l'ammoniac. Et puis, pour chaque molécule de diazote réduite, il y a une molécule d'hydrogène qui est produite. Et comme je viens de dire, le coût énergétique de la fixation de l'azote est vraiment très très important puisque une seule molécule de diazote réduite nécessite 16 molécules d'ATP, ce qui est vraiment énorme, je le dis et je le répète. Donc vous voyez ici, ce sont les étapes de la conversion de l'azote atmosphérique en ammoniac. Donc vous voyez donc sur ce schéma les étapes de cette fixation. Le diazote qui va être fixé au site de fixation au sein de la dinitrogénase. Et puis, il y aura une série de réductions, c'est-à-dire protonation, première, deuxième et troisième, pour aboutir justement à deux molécules d'ammoniac qui vont être libérées. Et puis, donc, la nitrogénase qui est donc libre pour redémarrer un nouveau cycle, etc. Et ici, c'est juste pour montrer donc cette liaison étroite entre les trois systèmes, à savoir le système photosynthétique, les chaînes de respiration et puis la fixation de l'azote. Vous voyez par exemple ici, comme on avait dit tout à l'heure, la ferridoxine qui est originaire, prend son origine des réactions photosynthétiques, alors que l'ATP proviendrait des chaînes respiratoires au sein de la plante hôte. Donc, c'est pour ça qu'on parle de cette symbiose. On va en détailler donc le contenu par la suite, dans ce qui va venir. Donc, l'ATP nécessaire pour ce processus proviendrait, comme je disais, de la chaîne respiratoire. Et à titre d'exemple, pour voir donc l'ampleur de cette quantité d'énergie qu'il faut fournir pour la fixation de l'azote, pour le soja, par exemple, qui est une légumineuse, il faut qu'elle fournisse 12 grammes de carbone pour fixer un seul gramme de diazote, ce qui est vraiment beaucoup. Donc, c'est pour ça que l'efficacité, justement, de cette symbiose est très importante à relever et qu'on va détailler donc, dans ce qui va suivre à l'instant. Donc, j'arrête là et je continue sur une deuxième séance qui va suivre celle.